this night without you. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous permettre d'entrer chez vous par le troussement de la lucarne de votre poste téléviseur pour cette émission de débat. Il vous souvient qu'il s'agit bien entendu du briefing de l'actualité, le LBIA. Aujourd'hui, comme invité, nous avons Assogba Bliki Bertin, bonsoir. Bonsoir. À la vérité, il n'est plus à présenter parce que c'est le consultant de cette émission. Il faut rappeler également qu'il est enseignant des écoles et correspondant au journal Le Choc. Il est donc à ma droite et donc, sans nul doute, à la gauche de votre poste téléviseur. À ma gauche et donc à la droite de votre poste téléviseur, vous avez Maître Franck Nguimbembeze. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avec les deux, nous allons devoir parler de l'actualité tant locale, nationale qu'internationale. Sur le plan local, nous allons évoquer, et vous avez suivi l'actualité certainement, cette mère qui a été abandonnée du côté de l'hôpital Assisi, abandonnée par la quasi-totalité de ses parents, et la mise au monde des triplés. Sur le plan national, nous évoquerons les résultats des clubs congolais en Coupe de la CAF. Il s'était agi cette semaine qui vient de s'écouler du tour de cadrage. Vous êtes au courant que la Mancha a été disqualifiée, tandis que la qualification s'est trouvée du côté de la Renaissance Aiglon-Cara, donc du côté de Brazzaville. On en parle au cours de ce briefing de l'actualité. Enfin, sur le plan international, il sera question de la France qui dénonce l'instrumentalisation en République centrafricaine. Voilà. Le décor étant planté, nous allons devoir, juste après ce jingle, nous retrouver pour évoquer la première manche de l'actualité sur le plan local. Voilà, nous avons ainsi brisé la glace, mais avant tout, cette question d'échauffement ou de conditionnement psychologique. Franck, cette fois-ci, la bonne nouvelle, vous l'avez entendu, c'est que finalement, le FMI est sur la bonne voie avec le gouvernement congolais, ou l'inverse. Le Congo est finalement sur la bonne voie avec le FMI, puisque au mois de mai, il sera signé un protocole pour cet appui économique et financier dont nous avons tant besoin. Quels commentaires cela vous inspire? Mon cher Guy, vous savez, les discussions avec le FMI avaient débuté depuis l'année passée. Et nous savions tous, en tant que Congolais, que le soutien du FMI, au regard de la crise qui sévit actuellement, est un soutien très, très capital. Donc je pense que dans le cadre de cet accord, il y a des conditions qui sont imposées à l'État congolais de respecter, notamment en ce qui concerne la gestion des finances publiques. Nous avons vu plusieurs documents qui ont été rendus publics dans le cadre des travaux du FMI. Et je me réjouis aujourd'hui que finalement le Congo est en train de faire bonne figure pour signer un accord qui visiblement sera un soutien pour l'État congolais. En tout cas, c'est une vision, on va le dire comme cela, positive que la commission qui planchait sur les travaux a eue. Mais il faut signifier que la directrice générale de cette institution, Christine Lagarde, a précisé qu'il faut insérer dans la mentalité des Congolais la notion de gouvernance. N'est-ce pas? Oui, bien entendu. La gouvernance, c'est cette façon de faire qui permet à la fois de garantir les intérêts collectifs et les intérêts nationaux sur le plan international et collectifs sur le plan national. La bonne gouvernance, c'est une grande notion qui prend en compte plusieurs facteurs. Au niveau de l'administration publique, au niveau des ressources naturelles, au niveau des finances publiques. Nous avons toute une panoplie de notions qui rentrent dans ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Et parmi ces éléments, nous avons les questions de corruption également, qui font partie de la lutte contre la corruption, qui font partie
de ce tout qu'est la bonne gouvernance. Et il y a plusieurs aspects qui rendent donc principe. La transparence. Comme disait à l'époque ceux qui étaient sortis de l'école soviétique, la glasnost. Voilà, tout à fait. La transparence. La transparence. La bonne gouvernance induit, ça analyse aussi comme étant de la transparence dans la gestion de la chose publique. Donc nous avons tous ces aspects qui font que au niveau du FMI, on impose à l'État congolais d'observer un certain nombre de principes, de respecter un certain nombre de principes pour bien entendu continuer à bénéficier du soutien venant de ces institutions du Bretton Woods. Alors Bertin, consultant maison rapidement sur cette question d'échauffement. Le gouvernement congolais qui finalement est en odeur de sainteté avec cette institution de Bretton Woods, le FMI, la projection c'est que pour mai, la signature pourrait se faire. Oui, un programme économique et financier. Cela ne m'étonne pas parce que au départ, il y a beaucoup de consultations qui ont eu lieu. Ils ont envoyé leurs experts au Congo-Brazzaville, ils ont travaillé plusieurs fois. Et aussi, avant cela, le président de la République, son excellent Denis Sassou Nguesso, avait, dans ses mots à la nation, avait dénoncé le comportement déviant qui réside dans la corruption et mauvaise gestion de faits de l'État. Et il a interpellé même le procureur à interpeller les mauvais gestionnaires des faits de l'État. Et moi je suis satisfait, c'est une bonne nouvelle parce que cela va donner un espoir à tous les Congolais qui se demandaient comment nous allons terminer, est-ce que la crise là ça va durer pour combien de temps? Et justement, Bertin, de ton point de vue, oui. Pourquoi ces tractations ont duré aussi longtemps? C'est pratiquement depuis le début de l'année. Hein? Non, il ne faut pas blaguer, parce que la FMI, ce n'est pas une institution, une petite institution. Il faut les conditions, il faut que tout... on aurait dit dans la cité, sans tâcher la main de se voiler la figure, que le gouvernement congolais était quelque peu fermé, procéder à une sorte de rétention de l'information. Il y a des choses qui n'étaient pas dites. Oui, mais il faut faire attention. Nous sommes dans un domaine politico-économique. Et le gouvernement ne doit pas tout dire à tout le monde, mais le gouvernement a ses secrets que le peuple ne connaît pas. Maintenant, c'est au gouvernement de savoir faire pour convaincre la FMI. Et je vois que c'est ce qui est fait. Voilà. Ça s'appelle, sous d'autres cieux, de la littérature grise. Entendez, la gestion de l'information de décision, tout ne se dit pas. Il y a l'information de décision réservée à ceux qui ont le commandement, le pouvoir. Nous allons donc, jusque-là, vous avez compris que nous en étions aux questions d'échauffement, la question psychologique. Nous allons embrayer sur l'actualité locale. Et donc, nous parlions de cette mère, cette Congolaise, vous allez le voir en image, ceux qui ont suivi l'actualité l'ont certainement suivi, on y revient pour marteler. Cette mère abandonnée à l'hôpital Assissé, elle est pratiquement dans un état comateux et la mise au monde des triplés. Je vous donne de suivre ce reportage. Elle se nomme Karine Zanga, cette dame qui a donné naissance jeudi 13 avril 2018 au triplé à l'hôpital Adolphe Cissé. Après avoir donné naissance, cette femme a fait une crise d'éclampsie qui l'a mis dans un état critique, comme nous explique ici cette femme. Personne pour les soutenir, la mère est abandonnée, les mouches se posent sur elle, elle dégage des odeurs parce que depuis qu'elle a accouché, elle n'a pas été nettoyée. Le sang a coagulé sur elle. Elle est dans un état critique. L'aide d'ici et là a permis au bébé d'être bien portant et bien entretenu, mais les soucis demeurent. Pour les enfants, chacun de nous s'arrange à donner une cuillerée de lait pour les nourrir. Hier dimanche, les enfants ont été visités par quelques fidèles de l'église Armée du Salut qui leur ont apporté des affaires. Nous demandons de l'aide. Pour votre gouverne, Karine Zanga a été accompagnée par une voisine du quartier et cette dernière n'est plus revenue. Son mari est irretrouvable, les triplés sont abandonnés à leur triste sort. Joint au téléphone par notre équipe pour ce cas, le directeur général de l'hôpital Adolphe Cissé a laissé entendre que l'hôpital a fait son travail. Il serait peut-être intéressant que le service social prenne le relais.
Voilà, ben, tout de suite, il faut le dire sans fausse modestie, qu'il y a, juste après la diffusion de cet élément, des associations qui ont réagi à l'instar de la fondation Mamomi, Makosso Montou Michel, ce frère bien-aimé du côté de Siafoumou, de ce côté-là, on l'appelle le riche de Siafoumou. En tout cas, l'argent, qu'est-ce qu'on en fait si on ne peut subvenir aux besoins des faibles? Je suis de la trempe de ceux qui pensent que les plus forts doivent soutenir les faibles, n'est-ce pas, Bertin? Tout à fait, parce que la dame qui souffre, elle est une être humaine et que elle a accouché, elle n'a pas programmé qu'elle ferait un triplet. Mais lorsque c'est arrivé, les autres doivent la soutenir. Malheureusement, c'est le contraire qui se passe. Mais je sais qu'actuellement, il y a des tractations pour qu'on la sauve. Parce qu'à Pointe-Noire, nous sommes plus d'1 million de population. Si chacun peut donner au moins 500 francs, et je suis sûr que le problème serait réglé. Mais je n'ai pas compris pourquoi nos services sociaux ne sont pas efficaces sur le terrain et les ONG qui parlent d'affaires de femmes, ces ONG sont c'est justement ce qui a été dit dans ce reportage. C'est dans ces occasions qu'on voudrait voir ces associations, ces femmes qui parlent des questions de genre. Là, c'est une dame qui en souffre. Je suis désolé parce que la santé n'a pas de nationalité, parce que sur le terrain, c'est autre chose qui se dit. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas congolaise qu'elle est abandonnée ou alors que la santé n'a pas de nationalité. Quiconque est malade, il faut qu'il soit guéri, soigné comme cela se doit. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il est un problème important dans ce sujet, la tendance, lorsqu'on suit le commentaire, la tendance pour le personnel soignant de mettre en avant l'argent. Parce que malheureusement, comme on dit, le lit du pauvre est fécond. Et généralement, ces enfants naissent dans des familles où il n'y a pas d'argent. Le père est là, mais impuissant, incapable d'agir. Il cherche donc du soutien. Il a lancé un SOS, mais le personnel soignant ne voudrait pas intervenir parce qu'il n'y a pas d'argent. Nous aimons à le dire en blaguant dans la cité. Il n'y a pas de 4 bien, pas d'argent. Oui, pas d'argent. Moi, je ne voudrais pas accuser trop les services soignants parce que le service soignant agit selon un fonds de fonctionnement. Si le service soignant n'a pas un fonds de fonctionnement, il n'y a pas de la magie. Et la dame qui s'occupe des affaires sociales à l'hôpital, à Dossissé, elle s'est prononcée qu'il n'y a pas les moyens. Mais lorsqu'il n'y a pas les moyens, on va faire comment? Elle a interpellé les autorités et notre consoeur Joe Lokate avait interpellé l'ONG. On va voir comment, à partir de demain, comment ça va évoluer la situation. Mais j'interpelle tous ceux qui vivent à Pointe-Noire de penser à cette affaire et de sauver notre soeur. Le SOS est lancé. Maître, comment vous réagissez par rapport à ça? Mon cher Guy, moi je pense que cette situation soulève 2 questions. Nous avons la question de la prise en charge sanitaire, aussi bien de la mère et des enfants, et la question de la prise en charge sociale. Le droit à la santé est un droit fondamental. C'est-à-dire, c'est un droit qui est garanti par notre constitution, la constitution du Congo, qui donne à chacun le droit de bénéficier des soins. Nos centres hospitaliers sont des centres publics. C'est vrai que le fonctionnement fait qu'ils ont une décentralisation fonctionnelle, mais du point de vue de la nature du système de fonctionnement d'un hôpital, on ne peut pas se trouver dans un hôpital et ne pas obtenir les soins appropriés. J'ai constaté dans ce reportage que la dame, c'est vrai qu'elle avait accouché, mais elle-même, elle s'est retrouvée dans une situation critique. Vous avez entendu? Elle est dans un état comateux. Elle est dans un état comateux et elle est dans un centre hospitalier. Je connais peut-être que la pratique voudrait qu'on donnerait de l'argent ici et là, mais c'est des pratiques qu'il faut dénoncer. C'est sûr que, justement, comme on l'a dit dans le reportage, je voulais finir. Nous sommes dans une sous-région où le Congo, à une certaine époque, moi j'ai eu l'occasion de naître à l'hôpital à Cissé et ma mère me disait qu'à l'époque, la prise en charge était totale. Vous étiez là, on vous donnait un petit déjeuner le matin, midi, soir. Il y avait ces agrégats qui accompagnaient l'hospitalisation du patient. Certainement que le temps ayant évolué, il y a un débordement. Justement, je voulais en venir. L'hôpital de Loiselier étant fermé, tout le monde déferle du côté de l'hôpital. C'est à ce moment-là qu'on peut anticiper
que intervient la statistique pour voir. Pointe-Noire n'est plus cette population qu'on avait à une certaine époque. Voilà. Pointe-Noire n'est plus la population de 83-90. 80, des années 80, on n'a plus la même population. Je sais qu'il y a un projet de construction d'un hôpital vers la Lucie. Je crois que c'est un projet qui va redémarrer puisque nous allons recevoir des financements ici et là. Mais la question fondamentale de l'assistance sociale et de l'assistance sanitaire demeure le point focal pour garantir à chacun de la société le minimum sanitaire. Si vous allez au Rwanda, parce qu'il faut comparer avec les autres pays. Bien entendu, il y a le Rwanda, pays africains qui rebondissent. Voilà, qui rebondissent dessus et qui font de la santé une question prioritaire. On ne peut plus, au jour d'aujourd'hui, à l'état actuel des choses, continuer à assister à ce genre de phénomène, à ce genre de situation, qui manifestement, heureusement que vous les journalistes, vous êtes là pour nous rapporter... c'est notre devoir que de pinailler sur ce genre. Et c'est aussi l'occasion pour nos autorités, aussi bien administratives que politiques, de regarder comment résoudre cette question de manière définitive. Il y a un programme qui a été mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales avec la Banque mondiale, les filets sociaux, qui permet de donner aux familles défavorisées des sommes d'argent. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. Les Songi, ou je sais pas. Très bien, les Songi. Il faut qu'on nous dise exactement où est-ce qu'on en sort. Il faut qu'on nous dise dans quel type de catégorie de personnes on peut loger les personnes qui sont démunies. Et vous avez aujourd'hui la preuve que cette dame, elle n'a pas souhaité avoir les triplés. Bon, voilà, les triplés sont arrivés. C'est les Congolais. On va les comptabiliser dans le PIB national. C'est les Congolais. Hein, je ne sais pas quand remonte la dernière recensement, mais je crois que ce sont ces jeunes Congolais qui naissent aujourd'hui qui feront l'avenir de demain. Donc nous avons intérêt, nous, en tant qu'État, parce que l'État c'est aussi nous, c'est aussi vous, nous avons le devoir de faire en sorte que la santé publique reste une priorité au niveau national. La santé publique devrait rester une priorité sur le plan tant local que national, sur le plan international. Ce n'est plus un secret pour personne. Là-bas, les choses se font déjà loyalement. Bertin, moi, il y a quelque chose qui continue à tarauder mon esprit en rapport avec ce sujet. Alors, le paradoxe, c'est que le lit du pauvre fécond, en d'autres termes, c'est dans les milieux pauvres qu'il y a beaucoup d'enfants, qu'on met beaucoup au monde. Alors que ceux qui sont nantis observent une sorte de rationalité. Ils font attention. Qu'est-ce qui justifie ce paradoxe? Non, il faut comprendre. On aurait bien voulu que ces triplés vivent le jour dans un milieu où les gens ont l'argent, mais ils arrivent dans un milieu pauvre. Non, il faut comprendre que la nature a des codes. Et que ceux qu'on dise nantis sont des gens qui sont forts dans les calculs financiers. Et que une forte dose de rationalité. Oui, et ils font la part des choses que non, bon, moi pour ça, pour faire des enfants, moi je ne suis pas pour. Mais pour gagner des intérêts, moi je suis pour. Et c'est leur philosophie. Et en milieu pauvre, il y a l'oisiveté, il y a l'ignorance, parce qu'en Afrique, de façon générale, on ne fait pas le calcul de demain. Et qu'est-ce qu'on va faire demain? Il n'y a pas ce calcul. On vit à une vitesse de croisière, si bien que ça nous surprend. Donc il faut comprendre que ce cas-là, c'est un cas... Et certains actes, il faut le dire sans fausse modestie, sont considérés comme le défoulement. Oui. On n'a rien à faire, on est oisif, ben voilà. On fonctionne. Et dans ce fonctionnement, et ça crée des problèmes, c'est là où nous en sommes maintenant avec le triple. quelque chose à redire. Non, moi je veux réagir. Je comprends que le lit du pauvre est fécond, mais pour le cas de nos compatriotes congolais, il faut repartir vers la racine. Et moi je pense que la racine ici, c'est garantir, cette dame-là aujourd'hui, elle a pu mettre au monde, c'est comment garantir, parce que vous savez, mon cher Guy, les questions de nation sont des questions qu'il faut traiter à temps. Nous avons cette dame, on ne sait pas ce qu'elle fait, donc manifestement elle ne fait rien, qui se retrouve dans cette situation. Il faut rechercher comment est-ce qu'elle a grandi. Ça doit être visiblement une ménagère. Comment est-ce qu'elle a grandi? Est-ce qu'elle a reçu l'éducation de base? De quelle manière elle a obtenu l'assistance de nos services administratifs, de tel ou tel service, pour se retrouver dans cette situation? C'est pour cette raison qu'il faudra, moi je pense, et c'est une proposition que je... C'est une proposition, il faudra insérer au niveau de l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, des programmes d'éducation qui permettent aux enfants de grandir avec, déjà que le Congo a l'éducation gratuite pour tous. Dans son application, nous aurons peut-être... C'est peut-être pour cela aussi que les institutions comme ACBF il faut qu'on en discute. Oui. Comment faire en sorte que les ONG, parce que l'État à lui seul ne peut pas tout faire, du tout. Les ONG peuvent s'impliquer
l'État peut s'impliquer pour que, dès la naissance, pour le cas de ces enfants, dès la naissance, il y ait une assistance qui ferait qu'ils soient scolarisés, qu'ils aient un minimum de connaissances pour leur permettre de se battre dans la vie. On ne va pas forcément se mettre derrière toutes les jeunes femmes qui se baladent ici et là, mais si ces jeunes femmes ont eu une scolarité, ils ont eu un primaire, un secondaire, ils auraient les bases, du moins les notions, pour tenter de trouver aussi un travail. Parce qu'aujourd'hui, pour tenter de trouver un travail, il faut au moins savoir lire, écrire et compter. Avec les nouvelles technologies, vous l'avez évoqué en aparté, les nouvelles technologies, il faut insérer les programmes liés aux nouvelles technologies depuis le secondaire, le primaire, pour que demain, ça serve. Nous sommes dans un monde évolutif, donc il faut prendre tout ça en ligne de compte pour espérer réduire la pauvreté. Parce que justement, bien sûr, ce sont les signes de pauvreté et nous ne sommes que 4 millions. Les prédispositions à la pauvreté, c'est vraiment l'expression de la précarité. Là, mon peuple périt, dirait-on dans l'Écriture sainte, parce qu'il lui manque la connaissance, donc nécessité de la formation, vous l'avez dit. Nous tendons vers la deuxième rubrique. Il s'agit de l'actualité nationale. On se retrouve après ce jingle. Eh bien, dois-je le rappeler, l'actualité nationale porte sur les résultats des clubs congolais en compétition africaine. Il s'agit de la Coupe de la CAF, la Confédération africaine de football. Vous le savez, il ne nous restait plus que 2 clubs, la Mancha de Pointe-Noire et la Renaissance Aiglon. Kara du côté de Brazzaville. Finalement, le verdict est tombé du côté de Pointe-Noire. La Mancha a été copieusement laminée par Vita Club de Kinshasa, alors qu'ils avaient fait un match élogieux du côté de Kinshasa. Battu 1-0, on se disait que la qualification était encore possible, malheureusement. Nous avons été surpris, mais drôlement, sur le plan local par cette équipe de Kinshasa. Je vous propose de suivre le condensé de ce match à travers ce commentaire de Jérémy Bakwa. Cueillis à froid par les visiteurs, à la 4e minute de la première période, les jeunes joueurs de la Manche n'ont pas fait le poids devant Vita Club de Kinshasa ce mardi après-midi dans un stade plein du complexe sportif de Pointe-Noire. Revenant au score à la 40e minute sur penalty, la Manche a ouvert les espaces en deuxième mi-temps, laissant sans garde ses arrières. L'expérience de Vita Club a donc pesé et les attaquants plus réalistes ont corsé le score à la 15e minute, puis la 17e minute avant d'augmenter cette addition à la 35e, puis à la 42e minute de la deuxième période. Quant à la Manche obtenant un deuxième penalty à la 40e minute, le tireur n'a pu le concrétiser. 5-1 au coup de sifflet final de l'arbitre soudanais. L'ambiance avait donc changé de camp. Non, il fallait juste rester beaucoup plus calme. On savait qu'ils allaient se jeter dans la gueule du loup. Donc nous, il fallait rester bien compact, bien gérer ce moment où ils allaient vouloir revenir à la marque. Parce que revenant à 1-1, ils allaient jeter toute leur force dans la bataille et donc laisser des espaces. C'est ce qui est arrivé, ils ont laissé des espaces derrière et on a su les exploiter. Bon, à la mi-temps, j'ai passé les messages qu'il fallait. Donc il fallait que je replace d'abord mon bloc équipe qui n'était pas en place. Après, il fallait que j'intervienne sur l'aspect mental pour continuer à travailler, pousser mes joueurs à marquer le deuxième et le troisième but pour se qualifier aujourd'hui. Chose qui n'a pas marché, c'est le foot et il n'y a pas eu de pression. Voir les Pontonegrais venir nous soutenir sur une grande cérémonie comme ça, un grand match, ça fait énormément plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on a assisté à ce genre de match. Le cercle sportif La Mancha devrait désormais se contenter du championnat national de l'élite de football Ligue 1. Voilà, il n'y a pas de magie. En passant, le coach congolais de la Manche, que je salue en passant, Ghislain Chamas, l'a compris, l'a reconnu. Il a dit, malgré la bonne volonté, en tout cas, il reste encore beaucoup à faire. Vous l'avez observé, le stade de Pointe-Noire, le complexe sportif
Ponténégrins était archi comble parce que il y avait cette hargne de vaincre, cette volonté d'aller vers la victoire. Malheureusement, le résultat est tout autre. Bertin, votre commentaire à chaud. Oui, j'avais dit plusieurs fois sur ce plateau que le football n'est pas mathématique. Ah oui. Et que c'est le terrain qui commande, c'est le jeu qui commande. Et que nos joueurs n'ont pas saisi l'opportunité de leur population qui sont venues nombreuses à les soutenir, de profiter alors qu'ils sont laissés se manipuler par les équipes. L'équipe adverse, malheureusement, nous sommes tombés sur un 5-1, ce qui est désolant parce qu'on avait l'espoir qu'ils vont faire mieux chez eux et ils ont leur population avec eux et toutes les autorités. Lorsqu'on a écouté Bertin, le coach de Vita Club, oui, on a senti la maturité, la tactique. Il dit, on savait que ce club, en égalisant, allait tomber dans l'euphorie, cette tendance allait vers l'avant, et ils ont laissé des failles. Il a dû profiter, son équipe a profité de ces failles pour terrasser l'équipe congolaise de la Manche. Le mot expérience... L'expérience, la maturité. Et ça se travaille, c'est au bout de l'effort. A sa raison d'être parce que... L'imagination ne compte pas. Non, l'imagination est parler en groupe pour dire on va gagner, ce n'est pas ça. Parce que on est maintenant à l'état actuel de la plus-value. C'est-à-dire celui qui gagne. Et au lieu de football, on dit on cherche les buts, on ne cherche pas les gestes, on ne cherche pas les dribbles. Donc, c'est le moment maintenant que ces équipes-là, qui a perdu, et de se ressaisir et de se remettre en jeu pour mieux faire prochainement. On se souvient, Bertin, et vous le disiez également, ce n'est pas parce qu'on joue à domicile qu'on est forcément favori. La preuve est là, on a joué à domicile, mais très mal joué parce que 5-1 alors. Ce n'est pas mathématique, 5-1 c'est trop, c'est une injure. Vous êtes chez vous, mais on vous a battu. Mais l'appétit vient en mangeant, ils sont au début de leur carrière, ils doivent renforcer pour mieux faire prochainement. Voilà. La Manche a courbé les chines, ils doivent se refaire, revisiter leur façon de travailler pour mieux faire prochainement. Maître Franck, qu'est-ce que vous en dites? Bon, écoutez, mon cher Guissière, vous savez, le football, c'est comme vient de dire Bertin, ce n'est pas forcément mathématique. Moi, je félicite notre équipe qui est sortie par cette grande porte, malheureusement. 5-0, 5-1, 5-1. C'est sûr que là, c'est la petite porte. Hein. Oui, c'est une façon ironique de dire que nous aurons pu limiter les dégâts. 5-1, c'est quand même énorme. On aurait pu concéder une défaite, c'est vrai. Mais devant son public, vous imaginez tout ce monde qui est venu. 5-1, c'est quand même assez énorme. Et je souhaite que l'entraîneur puisse redéfinir. Vous savez, l'entraîneur n'est peut-être pas à sa première expérience. C'est quelqu'un qui a dû entraîner l'équipe pendant beaucoup de temps. Et quand il commence à encaisser le premier but, le deuxième, il faut revoir l'équipe, il faut revoir le système de jeu, il faut revoir tout ça. Parce que déjà... Peut-être avait-il revu, mais non, ceci tient aussi de la pertinence des joueurs sur les deux jeux. Pourquoi j'insiste? Ils ont fait un match aller. Où ils ont été battus, certes, oui, 1-0 seulement. Ils ont fait un match aller. Et au cours de ce match aller, en tant qu'entraîneur, je pense... On a dû faire une lecture. Une lecture de l'équipe adverse, connaître un peu comment l'équipe adverse est en train de jouer. Pour une fois qu'on vient jouer... c'est une vieille dame, hein, Vita Club. Et voilà. Donc, pour une fois qu'on vient jouer à domicile chez nous, dès le premier but, on revoit rapidement les stratégies de jeu. On va pas encaisser jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 buts. Sans tâcher jamais de rien. Non, attendez. Voilà, je souhaite que l'entraîneur essaie de voir comment redynamiser l'équipe. En tout cas, Ghislain Tiamas a dit qu'il y a du travail à faire. On n'était pas encore à la hauteur, nonobstant nos ambitions. Il faut revoir la façon de travailler. Cette fois-ci, nous allons nous complaire. Nous allons puiser notre plaisir dans cette qualification du Kara du côté de Brazzaville. Je vous donne de suivre les images. Objectif atteint pour l'Athlétique Renaissance Aiglon-Kara, qualifié à la phase de poule de la Coupe de la CAF, édition 2018. Qualification obtenue après une dure labeur, dimanche 18 avril 2018 au stade Alphonse Massamba-Déba de Brazzaville, face à Saint-Georges d'Éthiopie. En effet, le dernier représentant du Congo s'est imposé 1-0 à l'issue du temps réglementaire.
But réalisé par Chris Ngoma à la 35e minute, suite à un coup franc de plus de 30 mètres. Il a fallu donc recourir au tir au but pour départager les 22 acteurs, car lors du match aller, Kara a été aussi battu sur le même score d'1-0. Ces épreuves fatidiques ont souri aux Aiglons qui se sont imposés sur le score de 4-3. Il faut souligner le bon comportement du gardien Chili Ngakoso du Kara qui a pu enrayer un penalty éthiopien. Cette qualification permet donc à la République du Congo de conserver le nombre de places octroyées par la CAF aux compétitions interclubs. Les 16 équipes qualifiées à cette phase de poule de la CAF attendent le tirage au sort de cette étape de la compétition qui sera organisée très bientôt au siège de la CAF. Voilà, les spécialistes ont dû le remarquer sur les images d'archives. Nous les avons utilisées simplement parce que nous parlons du Kara. Mais là, sur les images, vous avez remarqué que c'était les images que nous avons puisées dans les archives. Ça se passait du côté de Madingu, Kara matchait AC Léopard. Mais c'était pour parler de la victoire du Kara sur Saint-Georges d'Éthiopie en tour de cadrage. Au temps réglementaire, le Kara a battu cette équipe éthiopienne par 1-0 et donc les pendules étaient remis à l'heure. Au final, donc pendant les tirs au but pour départager ces deux équipes, parce que dans tous les cas, l'une d'entre elles devrait prendre l'ascendant sur l'autre pour se qualifier. Et bien c'est le Kara qui a pu réussir cette épreuve fatidique des tirs au but 4-3. Voilà, la qualification, certes difficile. Là, on pourrait dire que le Kara est passé par le chat d'une aiguille. Le petit orifice, c'était pas facile, mais ce qui compte dans tous les cas, c'est la qualification. N'est-ce pas, Bertin? Oui, il faut féliciter l'équipe de Kara qui a bien appris ses leçons avec le coach et avec la population qui les soutenait et ils ont fait plaisir au Congo-Brazzaville d'aller jusqu'au bout dans ce match, parce que si on va les comparer avec nos frères de la Mancha de Pointe-Noire, il y a pas mal, et le fossé est très très différent et qu'il doit continuer à aller de l'avant pour qu'il nous ramène la coupe qui nous concerne. Voilà, rapidement, maître à ce sujet. Oui, bon, ce sont deux équipes différentes. Hein. Nous avons Kara de l'autre côté, la Mancha. Donc, toutes mes félicitations à l'équipe Kara qui nous a fait plaisir. Je pense qu'ils ont fait cette lecture du match. Ils ont été battus, c'est vrai, mais en revenant, il fallait... Ils ont remis les pendules là. Voilà. Et c'est ça, justement, les compétences de l'entraîneur, la motivation des joueurs qui fait qu'à la fin, nous avons des bons résultats et je les félicite vivement. Voilà, félicitations à la seule équipe congolaise qui reste dans cette compétition de la CAF. Le 21 avril, il y aura tirage au sort. Le Kara connaîtra ses prochains adversaires parce qu'après ce tour de cadrage, ils vont aller en poule et à partir du 6 mai, la suite de la compétition reprendra. Nous abordons donc la troisième et dernière rubrique de ce briefing de l'actualité. Il s'agit de l'actualité internationale. On se retrouve après ce jingle. Eh bien, de quoi s'agit-il? Nous l'avons dit en introduction, il s'agit de la France. La France métropolitaine, diraient certains, en tout cas, elle dénonce l'instrumentalisation en République centrafricaine. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vous donne de suivre ce reportage. Tout est parti d'une distribution des tracts dans le quartier musulman de Bangui, PK5, où une milice armée réclame avoir le soutien de la France. L'ambassade de France a aussitôt dénoncé ce qu'elle considère comme une tentative d'instrumentalisation. Autrement dit, la France refuse à être présentée comme un soutien des groupes armés. La mise au point arrive après les violences meurtrières qui ont secoué Bangui, après le début, le 8 avril, d'une opération militaire des casques bleus et des forces armées centrafricaines contre les groupes armés du quartier PK5. Les combats qui ont opposé les militaires aux milices ont fait au moins 25 morts, dont un casque bleu et une centaine de blessés. Depuis, des drapeaux français ont été hissés dans le quartier PK5 et en plus des tracts distribués.
La présence des drapeaux français relève d'une grossière manipulation visant à faire croire à une divergence entre les objectifs de la France et ceux des autorités centrafricaines et de la MONUSCA, précise le communiqué de l'ambassade de France qui estime que ces drapeaux contribuent à entretenir un climat de confusion sur le rôle de la France en Centrafrique. Voilà, merci Alfred Bangat, chef d'édition de la rédaction de MCRTV pour ce commentaire. Plus que 2 minutes pour le commentaire de cet élément en matière de télévision. Le temps nous est compté. Alors rapidement, maître, vous avez compris pourquoi la France dénonce cette instrumentalisation. Bon, vous savez, mon cher Guy, la Centrafrique a connu des moments très difficiles. Et je pense qu'ils sont arrivés jusqu'à organiser les élections présidentielles qui a permis d'avoir un gouvernement en place. Donc, au jour d'aujourd'hui, la présence de la France, avec nos amis des Nations Unies, c'est pour maintenir la paix. Donc, je comprends pourquoi la France parle d'instrumentalisation, parce que si il y a instrumentalisation, ça voudrait dire ça va remettre en cause tous les efforts consentis depuis le début jusqu'à maintenant. On va replonger dans la crise. Bon, sur le terrain, la France estime que ce n'est pas elle qui soutient les rebelles, ce n'est normal. Les preuves, je pense que sur le terrain, la France a suffisamment d'éléments. Mais ce qu'il faut éviter, c'est qu'on se retrouve dans une nouvelle crise qui risque de saper les efforts consentis. Et nous savons tous qu'à l'époque, le président Denis Sassou Nguesso était médiateur dans cette crise centrafricaine. Donc, il faut éviter que les rebelles utilisent ces subterfuges pour laisser croire à l'opinion nationale et peut-être internationale que la France continue ou soutient les soutiens. Voilà. Rapidement, Bertin, sur cette dénonciation de la France qui pense qu'il y a une sorte d'instrumentalisation du côté de la République centrafricaine. Il y a un regain de violence en certains lieux. Oui, il faut qu'ils arrivent à percer l'abcès parce que la France est une vieille amie de l'Afrique francophone. Ce que moi je crains, il ne faut pas que la France soit jugée avocat et que la France fasse le jeu dans le jeu, parce qu'on ne comprend pas jusque-là, malgré l'effectif mis en place, pourquoi les rebelles continuent de s'imposer. Et bon, et alors... Vous voudriez dire qu'il y a une sorte de passivité de la France, on a tendance à assister. En tout cas, le jeu de la France n'est pas bien compris par la population. On ne comprend pas. On croyait que lorsque la France est là, tout le problème est réglé ou bien serait réglé. Malheureusement, c'est le pire. Il faut que la vérité soit faite. Et que pour finir, il ne faut pas oublier nos téléspectateurs qui nous soutiennent, et un qui est malade, Sylvain Goma. Vous parlez de nos téléspectateurs privilégiés, Sylvain Goma, qui est enseignant et coordonnateur de l'enseignement au collège d'une école privée, qui est en train de se débattre d'une maladie qui l'influence. Nous formulons les souhaits de prompt guérison à Sylvain Goma. Il sera guéri, nous sommes sûrs, il sera guéri, et c'est un gars qui est rarement malade, et enfin... on est humain, cela arrive forcément. C'est des étoiles rarement malade. Il tombe rarement, on le connaît, il tombe rarement malade, mais c'est un cas particulier, mais il va s'en sortir. Il s'en sortira. Ou enfin, notre grand frère Itoa Poto, CPP Itoa Poto, qui a dit pour lui, c'est la vie ou la mort, pour la sécurité des biens et des personnes, pour le phénomène de bébé noir à Pointe-Noire. Grand bravo au DDPN, Serge Pépin Itoa Poto. Alors, dans l'optique de nos téléspectateurs privilégiés, nous pensons à Léon Evongo, qui est le délégué interdépartemental du Conseil supérieur de la liberté de communication. Le procureur général, c'est Norbert Koukouli. Le procureur de la République, David Oseke. Le commandant de la zone militaire de défense numéro 1, le général brigade Jean Olesongo Ondaye. Nous avons tout à l'heure parlé du directeur départemental de la police de Pointe-Noire-du-Quilou, Serge Pépin Itoa Poto, bien entendu. Et nous sommes dans la circonscription administrative du 2e arrondissement Vunvu. Nous ne perdons pas de vue l'administrateur maire de cette contrée, Guy Edmond Luemba. Nous en sommes donc arrivés à la fin de cette édition. La prochaine occasion, ce sera bien entendu le dimanche prochain, même heure, 21h15. La rediffusion de cette émission, c'est lundi à partir de 21h. Vous avez été nombreux à nous dire, mais comment il se fait qu'il n'y a que des hommes qui interviennent? Les femmes aussi ont la possibilité d'intervenir et je parie avec vous que le dimanche prochain, nous aurons sur ce plateau une dame. Vous aurez la surprise.
Au revoir et à la prochaine. Je vous retrouve ce dimanche-là, toujours avec le même zèle apostolique. Au revoir.